pour cette dernière série de diapositives-là, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce qui arrive si, plutôt que de résoudre des problèmes en une seule dimension, donc j'avais un seul x, donc c'est comme si j'avais un vecteur à l'entrée de taille 1, qu'est-ce qui arrive si je commence à essayer de résoudre des problèmes en dimension 2, 3, et ainsi de suite. Les problèmes pratiques qu'on veut vraiment résoudre, en fait, plus souvent qu'autrement, sont en très haute dimension. Donc, quel genre de problème on va faire face si on est confronté à ce type de problème-là? Donc, on va continuer à utiliser notre problème de régression polynomiale. Mais la régression polynomiale, le modèle que j'ai défini, en fait, je l'ai défini en supposant que mon entrée x était un scalaire. Puis là, c'est pas vraiment clair qu'est-ce que ça veut dire x au carré si x est un vecteur. Donc, comment est-ce qu'on généralise ce modèle-là, mais à plusieurs dimensions? Donc, la généralisation la plus naturelle, en fait, c'est de dire que et là, dans ce cas-ci, on se trouve avec une régression polynomiale de degré 3. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que pour le terme de degré 1, je vais avoir un terme wi qui va multiplier chacune des dimensions xi dans mon vecteur. Okay? Donc, je vais pouvoir avoir une droite avec un coefficient qui détermine à quel point, si je change xi, la sortie de mon modèle va varier, ce qui va augmenter, ce qui va diminuer. Juste à partir individuellement de chacune des valeurs dans mon vecteur xi. Donc, en fait, si j'avais pas ces termes-là ici, puis que j'avais seulement ça, c'est comme faire passer un hyperplan, finalement. Okay. Maintenant, si je passe au degré 2, en fait, là, on va considérer les produits entre deux termes de mon vecteur x, xi et xj. Et je vais faire la sommation de ces produits-là multiplié par un autre paramètre. Donc, je vais avoir des paramètres wij. Donc, finalement, je pourrais voir ça comme j'ai une matrice W. Puis, chacun des éléments dans la matrice W, c'est les paramètres wij. Là, je vais faire la somme sur toutes les valeurs possibles de I et de J. Puis, si je continue par ordre de 3, ben là, je vais avoir le produit de 3 des éléments à l'intérieur de mon vecteur, multiplié encore une fois par un paramètre spécifique pour ce choix-là des 3 éléments dans mon vecteur X. Donc, première question qu'on peut se poser, ce modèle-là, il y a combien de paramètres? Okay. Plus un modèle a de paramètres, plus il y a de capacité. Donc, ça va nous donner un peu une idée de, entre autres, est-ce que ça va nous prendre beaucoup de données pour l'estimer, pour l'entraîner, puis bien généraliser avec ce modèle-là. Bien, ici, j'ai un paramètre. Ici, j'ai un WI différent pour chaque I. Donc, j'en ai D, puisque j'ai une jitaire de I égale 1 jusqu'à D. Ici, j'en ai D au carré, parce que pour chaque valeur de I et de J différente, j'ai un paramètre différent. Ici, j'en ai D à la 3. Donc, si je fais la somme de ça, c'est 1 plus D au carré, plus D à la 3. Puis, de façon générale, là, je pense que vous commencez à voir que pour un polynôme de degré M, je vais avoir un nombre de paramètres qui est D à la M. Maintenant, si j'avais juste un problème en dimension 100, ce qui n'est pas si élevé que ça là, en pratique, puis que je faisais juste un polynôme de degré 3, M égale 3, ben, j'ai déjà plus d'1 million de paramètres. Okay? Donc, premièrement, vous voyez rapidement que si j'augmente encore plus D ou M, je peux rapidement rendre à un chiffre qui, en fait, correspond à de la mémoire que je n'arriverai pas à stocker sur aucun ordinateur. Okay? Mais pas juste ça, si j'ai autant de paramètres, ça va me prendre suffisamment de données pour estimer tous ces paramètres différents-là. Donc, probablement aussi que ça veut dire que si je considère des modèles comme ça va me prendre encore plus de données. Une autre question qu'on peut essayer de regarder, donc, c'est peu importe le nombre de paramètres que mon modèle a, dans le fond, qu'est-ce que ça va me prendre pour bien généraliser pour une observation, une entrée donnée X? Okay. Si je présente une nouvelle entrée à mon programme, dans quelle situation est-ce qu'on peut peut-être espérer qu'il va bien généraliser? Ben, peut-être que si dans mon ensemble d'entraînement, il y a des entrées qui ressemblent à cette nouvelle entrée-là que je fournis, donc des entrées pour lesquelles j'ai la bonne réponse, j'ai la cible T, on peut peut-être espérer que sur ce X-là, on va être en mesure de bien généraliser, parce qu'il ressemble un peu à ce que j'ai déjà vu avant dans l'entraînement, à ce que j'ai appris finalement. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est se poser la question, OK, bien, dans le fond, combien d'exemples ça va prendre pour couvrir tout l'espace des X possibles que je pourrais observer comme nouvel exemple de test, nouvelle entrée de test. Donc, on va faire l'exercice. On
on va imaginer que tout mon espace d'entrée, je vais le diviser en régions qui ne se chevauchent pas, en fait en hypercube, donc en région carrée en 2 dimensions. Puis on va choisir une taille de cette région-là, en fait la taille d'un des côtés de mon carré, par exemple, en 2 dimensions, fixe, tel que on va supposer que si j'ai au moins un exemple dans ce carré-là, ou dans cet hypercube-là en dimension arbitraire, je devrais bien généraliser. Okay? Puis là, on va voir qu'est-ce qui arrive avec le nombre d'hypercubes si j'augmente la dimensionnalité. Donc, en d'autres mots, si je veux avoir un exemple dans chacun des hypercubes pour bien généraliser, combien d'exemples d'entraînement je pense que ça va nécessiter pour bien généraliser si j'augmente la dimensionnalité de mon problème. Si on se reporte à dimension 1, puis supposons que donc, toutes mes données peuvent, disons que ça c'est 0 puis ça c'est 1, puis c'est un exemple comme un autre, on peut prendre d'autres choix, mais je vais diviser finalement cette ligne-là en 3, puis ce que je voudrais en dimension 1, c'est avoir au moins un exemple dans cette portion-là ici, un autre ici, puis un autre ici. Dans ce cas-ci, ça me prendrait combien d'exemples pour satisfaire ça? Ça m'en prendrait 3. Si je suis en dimension 2, puis que je fais la même chose, que je divise chacun de mes axes en 3 portions, okay? Donc là, je vais avoir finalement des carrés. Dans ce cas-ci, ça va m'en prendre 3 fois 3, donc 9 carrés. Donc 9 exemples si j'en veux un par carré. Okay? Puis là, maintenant, si je suis en dimension 3, mais là, ça va me prendre, si on continue le raisonnement, 3 par 3 par 3, donc 3 à la 3, donc 27 exemples. Puis là, vous voyez que si je généralise le raisonnement, ça veut dire que de façon générale, ce que ça va me prendre, c'est un nombre exponentiel d'exemples. Il va y avoir un nombre exponentiel d'hypercubes, exponentiel dans la valeur de la dimensionnalité. Okay? Donc, c'est un peu catastrophique comme résultat. Ça veut dire que si on veut généraliser dans des problèmes où on est en très haute dimension, puis si on pense à un problème comme la reconnaissance de caractère, on utilisait chaque pixel comme une dimension. Fait que si on a juste des images 100 par 100, ce qui n'est pas si gros que ça, là, dans ce cas-ci, on parle de 10 000. Okay? Donc, ça prend au moins 10 000 exemples. Puis là, on pourrait continuer comme ça, ou de des problèmes qui peuvent être parfois même en dimension 1 million et plus. Okay? Donc, cette observation-là que c'est possible que le nombre d'exemples dont on a besoin pour bien généraliser grandit de façon exponentiellement, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité, ou il y en a qui appellent ça le fléau de la dimensionnalité. En anglais, on dit curse of dimensionality. Donc, c'est un résultat qui est un peu intimidant. Ça veut dire que dans le fond, peut-être qu'il n'y a rien à faire pour certains problèmes qui sont en très haute dimension, sauf si tu collectes assez de données. Okay. Mais pour certains problèmes, puis en fait la plupart des problèmes qui nous intéressent, il y a une structure dans notre espace qui fait qu'on est capable d'exploiter ça pour quand même bien généraliser. Donc, imaginons que j'ai un problème en 2 dimensions. Et là, si je retourne à mon illustration que j'avais avant, je divise en différents carrés de la même taille. Donc, j'en ai 9 ici. Mais maintenant, imaginons, donc ça, c'est ma dimension 1. Ça, c'est ma dimension 2. Puis imaginons que pour ce problème-là, en fait, la valeur de x1 n'est pas importante. OK? C'est juste la valeur de x2 qui détermine que je devrais utiliser pour faire ma prédiction. Ça veut dire que même si un exemple tombe ici, ou ici, ou ici, c'est pas important. Okay? En autant que j'ai un exemple avec une valeur de x2 qui tombe dans cet intervalle-là ici, je vais être content, je vais bien généraliser. Puis si c'est vrai, donc, de façon générale, ça veut dire que là, je retourne à un cas où j'ai besoin juste de 3 exemples et non pas 9. Puis, ça, c'est un exemple très simple et simplifié, là. Mais en fait, pour bien des problèmes, il y a un peu ce même raisonnement-là. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a de la régularité dans mon espace qui fait que je suis capable d'exploiter ça pour que si j'observe si je retourne dans mon exemple ici, si j'observe un exemple dans une partie de l'espace ici, ben ça va m'aider à bien généraliser dans une autre partie de l'espace, même si je n'ai pas vu de données. Okay? Et cette capacité-là de généraliser comme ça, elle va varier d'un modèle à l'autre. Il y a des modèles qui vont être très souvent victimes de la malédiction de la dimensionnalité, puis d'autres qui vont l'être moins. Okay? Et puis, c'est pour ça qu'au fur et à mesure de la session, on va voir différents modèles qui vont avoir différentes propriétés au niveau de leur capacité à ne pas trop souffrir de la malédiction de la dimensionnalité.